Merci Madame la Présidente. Salam alaikum. Je suis très content d'être avec vous dans cette belle ville et je remercie l'association, la MCC, pour nous avoir fait revenir pour voir cette grande ville qui nous est très chère. Alors, on va ouvrir la présentation. Ils m'ont un petit peu compliqué la vie, au lieu de me demander de leur parler de virus, de champignons, de parasites. Ils m'ont demandé de vous parler de la ferritine. Moi, je le fais avec énormément de plaisir parce qu'on utilise beaucoup la ferritine, vous allez voir. Alors, donc, la ferritine. On va essayer de voir comment on doit se comporter devant une ferritinémie qui est... Bon, je crois que ça passe. Les couleurs ne passent pas bien, mais c'est pas grave. On va commencer par le début, le fer. Le fer, bon, on le sait tous, hein, transport d'oxygène, utilisation de l'oxygène par les enzymes de la chaîne respiratoire, enzymes régulateurs de la production, tout ça, on passe rapidement. Mais, ce qu'on sait moins, c'est que entre les entrées du fer et les sorties, c'est la même chose. Donc en fait, on travaille avec notre fer. Et c'est pourquoi quand on a une perte, ça se voit rapidement et on va voir l'impact est aussi important. Donc là, les besoins, c'est 1,4 mg par jour. Les pertes, c'est 1,4 mg par jour. Alors que quand on voit à l'intérieur de l'organisme, on a trois types, grosso modo, on peut les classer comme ça. On a le fer fonctionnel, c'est celui qui est dans nos globules rouges, dans l'hémoglobine, 2 grammes. On a le fer circulant, c'est celui qui va d'un organe ou d'une réserve vers l'hémoglobine. Et il est très important à retenir parce qu'on a une protéine qui va le transporter qui s'appelle la transférine. Et puis on a un endroit où on a des réserves de fer. Et justement, cet endroit, c'est la ferritine. Et c'est pourquoi on m'a demandé de vous parler de la ferritine. Alors les besoins de fer déjà à la base donc, nous viennent de deux sources, soit des aliments qu'on appelle le fer héminique, donc c'est la viande par exemple, et puis des végétaux, c'est le fer moins que ça, bon, 5%. Donc il transite par l'estomac, et puis après bien sûr, on a deux facteurs. Mais ça, du point de vue pratique, c'est très intéressant. Moi, j'ai utilisé pendant toute l'épidémie de la Covid, je demandais aux gens de prendre un kiwi le matin, au lieu de prendre un comprimé de vitamine C. Moi, je vais quand même faire des ennemis, mais bon, faire des ennemis. Mais je crois que c'est très important de retenir cette notion. Je demandais à mes malades de prendre un kiwi le matin, un poivron jaune à midi, sous forme de salade, puis ils ont suffisamment de doses de vitamine C pour lutter contre la fatigue et pour permettre l'assimilation d'y le faire. C'est très important. Alors, maintenant, avant d'arriver à la ferritine, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la compréhension du mécanisme physiologique, physiopathologique du fer de la ferritine. Parce qu'avant, ce qu'on a étudié, si vous voulez, tous, c'est le fer, absorption intestinale, puis après, il va dans les stocks, puis après, il est utilisé. Et on vous parlait de la ferritine. Alors que maintenant, on a découvert plus de 20, depuis 2006, hein, c'est très récent, plus de 20 protéines supplémentaires qui interviennent dans cette histoire de métabolisme du fer et de la ferritine. Par exemple, dans ce schéma, vous voyez qu'il y a une absorption du fer et puis il y a la ferroportine. Donc c'est un petit canot par lequel passe le fer à l'intérieur. Et notre organisme, il est capable de le fermer ou de le laisser rentrer ou de ne pas laisser rentrer le fer. Et c'est un mécanisme de régulation. Et puis, on a l'hepsidine. Donc, l'hepsidine, c'est quelque chose de très important. On va voir qu'il va jouer même un rôle par la suite parce qu'on a des déficits génétiques, etc., etc. Alors, ça, c'est la même chose. Hein, je passe rapidement. Donc, ça, c'est un peu plus détaillé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez donc il y a le fer, il y a des estine, mais bon ça c'est un détail, c'est une autre protéine. Puis après il y a le complexe qui va passer soit au niveau des hépatocytes, et vous voyez que l'hepsidine c'est ce qui est en vert en bas,
il va contrôler l'entrée du fer au niveau du type digestif, à partir du type digestif si vous voulez, et puis après même son stockage, toujours par les ferroportines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un moyen maintenant, qu'on comprend qu'il y a dans notre corps un moyen pour nous dire arrêtez, dire notre corps, arrêtez d'absorber du fer parce qu'on n'en a pas besoin, ou pour absorber plus de fer quand il en a dans l'alimentation. Alors, voilà donc ce que j'ai résumé dans cette diapositive. Vous avez une régulation de l'absorption par l'hepcidine, d'accord? Mais l'hepcidine aussi intervient au niveau du stockage parce qu'il peut bloquer la ferroportine, dans l'entrée du fer dans le secteur donc splénique. Et retenez donc trois choses. Donc, premièrement, il y a du fer dans les macrophages. Premièrement, il y a du fer au niveau de la rate et il y a du fer au niveau du tube digestif. Alors déjà à la base, si on a une inflammation du tube digestif, on va avoir un problème. Si on a un problème au niveau du macrophage, on va avoir un problème. Donc je fais allusion bien sûr, chose que vous connaissez tous, c'est le syndrome d'activation macrophagique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a moins de fer? Je suis en train de mettre en place les structures pour pouvoir expliquer par la suite le problème de la ferritine. Quand on a une carence martiale, c'est quelque chose de très grave. Ce n'est pas tellement pour l'anémie, oublions l'anémie. La carence en fer elle-même, parce que le fer, il intervient dans ce qu'on appelle les tissus à turnover rapide, au niveau de nos cheveux, nos cellules mortes, etc., enfin de la peau, etc., mais aussi au niveau de la croissance et au niveau de la cognition. C'est très important. Donc on va avoir des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en plus de l'anémie? On a une diminution des performances physiques et cognitives, ce qui a fait dire d'ailleurs à beaucoup de chercheurs à un certain moment que les pays sous-développés, ils sont en partie sous-développés, enfin je parle des enfants, en partie parce qu'il y a beaucoup d'anémie. Bon, ça c'est peut-être simpliste, mais il y a des études qui ont été essayées de vérifier cela. Les troubles de la croissance antéropondurale, la fatigue, céphalée, vertige, dyspnée, ce n'est pas l'anémie. Ici, c'est le rôle du fer que je suis en train de discuter. Le syndrome des jambes sans repos, les gens qui sont obligés de bouger leurs jambes d'une façon, si vous voulez, presque obligatoire, entre guillemets. La chute du cheveu, la stomatite, la glossite, les fissures de commissure labiale, modification du goût, la baisse de la libido. Moi, je crois que c'est un facteur qui est très important. Moi, je le dis souvent aux médecins généralistes, qu'il faut que vous utilisez pour inciter les femmes à l'observance, parce que souvent le grand problème qu'on a dans les anémies récidivantes chez les femmes et chez les hommes parfois, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire moi ça m'a donné des douleurs, ça m'a donné etc., un goût métallique etc., donc ils arrêtent le traitement. Il faut leur dire que c'est important pour la libido, ça peut les inciter à suivre le traitement correctement, à se débarrasser de cette anémie qui est quand même compliquée. Et puis après, il y a une chose qu'on ne discute pas aussi beaucoup avec les gens, c'est que quand on a moins de fer, on a une altération des fonctions immunitaires avec augmentation de la susceptibilité aux infections. Mais là, je dois vous expliquer quelque chose de paradoxal. Les bactéries utilisent beaucoup de fer. Et quand on a une infection, notre corps a tendance à retenir le fer, à ne pas permettre aux bactéries d'utiliser beaucoup de fer. Et c'est pourquoi on a les anémies dans les infections. Ce que vous appelez les anémies inflammatoires. Les anémies inflammatoires, certaines personnes appellent ça les anémies des maladies chroniques. Alors comment les choses se passent? On a un germe qui rentre, par exemple une bactérie, et va stimuler le système immunitaire et inflammatoire. On a la production d'interleukine 1, 6, TNF, alpha, alpha-intertrypsine. On a pour retrouver là la Covid, parce que dans la Covid, on a l'interleukine 6, on a le TNF. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber les précurseurs de l'érythropoïèse. Ça veut dire qu'il y a fabrication du globule rouge qui va diminuer. On aura moins de fabrication du globule rouge. Et puis, il va altérer le métabolisme du fer par séquestration de fer libre. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, parce que c'est un moyen de défense de l'organisme. Moi, quand je fais mon cours pour les 3 années, je leur dis que c'est une immunité nutritionnelle. Chaque fois qu'on a une infection, on a une diminution de fer, diminution de zinc, augmentation de cuivre. Ça, c'est au niveau micronutriments. Et puis après, les réserves, justement, on arrive à la ferritine, sont donc normales ou augmentées. Vous voyez? Donc, on a une diminution de fer, on a une anémie,
mais les réserves sont augmentées. C'est ce qu'on trouve dans la Covid, si vous voulez. Voilà. Et ce mécanisme, justement, va impliquer l'hepsidine que vous ai montré tout à l'heure. Donc, le réflexe ici, c'est de ne pas utiliser le dosage de la ferritine pour évaluer ce qu'on appelle les réserves en fer dans cette situation. Ça veut dire devant un malade qui a une infection, une inflammation, on ne va pas lui demander une ferritine, parce que de toute façon, il va être augmenté par les mécanismes que je viens de citer. Donc, il faut faire très attention dans ce cas particulier. Alors, l'anémie inflammatoire, donc souvent c'est une anémie normocytaire normochrome au début, mais après il peut évoluer vers autre chose, avec des réticulocytes bas à régénérative, une ferritine normale ou élevée, j'insiste beaucoup, avec un fer sérique qui est bas, transférine, capacité de fixation qui sont diminuées, et une coefficient de la saturation qui est normale ou diminuée. Alors pendant la grossesse, là aussi c'est quelque chose, c'est un réflexe pour nous tous, 50% des femmes vont présenter une anémie ferriprive après la 25e semaine d'aménorrhée. Ben, heureusement, vous voyez moins ça, parce que vous prenez les précautions de supplémenter les femmes au début de la grossesse et tout, donc vous ne voyez pas ça. Mais si on laissait les femmes évoluer, donc la moitié vont devenir anémiques. Mais il faut savoir, il faut insister auprès des femmes pour le traitement justement de cette anémie, parce qu'il y a une augmentation de la prématurité, ça c'est un autre phénomène difficile de faire, un poids de naissance qui est faible, une augmentation de la mortalité périnatale et une augmentation de risque d'infection, comme on vient de l'expliquer. Alors, quelles sont les causes de ces anémies inflammatoires? Donc, je crois qu'on a retenu maintenant la leçon, ça veut dire ces anémies avec ferritine élevée. Vous avez les infections aiguës et chroniques, virales comme le VIH, bactériennes, parasitaires ou mycosiques, les cancers, les tumeurs solides, les hémopathies et les maladies auto-immunes dans une moindre fréquence si vous voulez. PR en premier, lupus en deuxième, puis après les vascularites et la sarcoïdose bien en dernier lieu. Et puis on peut avoir une anémie mixte, ça veut dire ferriprive dans un contexte inflammatoire. Et là c'est un peu plus compliqué parce que on les voit surtout dans les trucs digestifs, dans les MICI, dans ce qu'on appelle les cancers digestifs, dans l'insuffisance rénale chronique et dans le cancer. Donc là, on a d'un côté la diminution de la ferritine d'anémie et l'augmentation de la ferritine par l'inflammation. Donc on a quelque chose de mixte. On va céder de l'augmentation de la transférine, si vous voulez. Et puis après, on va voir... alors, comment explorer justement cette carence en fer? Il y a beaucoup de pratiques, enfin beaucoup de prescriptions. Moi, je vois passer beaucoup de prescriptions. Les gens, fer sérique plus ferritine. Il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Ferritine seule suffit. Ferritine plus autre chose. Donc là, c'est très important. Normalement, la ferritine doit être prescrite seule quand vous suspectez une hypoferritinémie, donc une carence en fer, ou quand vous voulez avoir plus d'informations, vous avez un doute sur une hyperferritinémie, etc. À ce moment-là, combinaison avec le coefficient de saturation de la transférine ou d'autres paramètres qui sont plus poussés. Ça peut aller jusqu'à, bon ça c'est des hématons, hein, c'est pas, ça nous dépasse, on peut aller jusqu'à l'analyse de la moelle, etc., et comptage, etc., mais bon ça on ne va pas rentrer dans le détail. Alors du coup, les principales causes en carence en fer, il y en a énormément, donc là je vous donne la liste, mais en fait je ne vais pas lire toute la liste. Donc on a déjà traité l'augmentation des besoins, diminution des apports, les végétariens, malabsorption, gastrectomie, bypass, maladie cœliaque, gastrite auto-immune, infection à Helicobacter pylori. C'est quelque chose qui n'est pas très bien intégré par beaucoup de médecins, ce qui est dommage. Moi, souvent, les malades arrivent chez moi, ils me disent, voilà, moi j'ai une anémie, j'ai fait le etc. On fait la recherche d'Helicobacter pylori, on la traite et puis tout rentre dans l'ordre. Donc là, je crois que c'est important de retenir que l'Helicobacter pylori donne une carence en fer. Puis après, bien sûr, saignement chronique et causes multiples. Théoriquement, on doit raisonner en fonction de l'âge. C'est très important. Parce qu'une anémie par carence chez un sujet âgé, à prendre en sérieux d'une façon extraordinaire, parce que finalement, ce qu'on doit chercher en premier lieu, c'est le cancer. Mais chez un sujet jeune, chez un enfant en général, c'est un autre raisonnement.
Alors justement, on va voir les anémies par carence martiale chez l'adolescente. Vous voyez, donc finalement, donc on a le même schéma que je viens de citer, le même raisonnement, sauf qu'ici, bien sûr, on va penser aussi à la maladie cœliaque et à la maladie de Crohn. Et chose importante, il y a beaucoup de maladies cœliaques de l'adulte. La maladie cœliaque, ce n'est pas seulement une maladie de l'enfant. Donc, il y a en médecine interne, on a un chapitre très important, c'est la maladie cœliaque de l'adulte. Donc, il faut penser et il faut doser, bien sûr, il faut chercher, les anticorps transglutamases, etc., les IgA total et tout, et aller peut-être parfois jusqu'à la biopsie du grêle. Et le reste, en général, quand on a des choses simples, c'est essentiellement, ça vous le savez très bien, les règles abondantes. Et là, c'est plutôt concertation avec les gynécologues, etc., pour voir comment régler le problème. Alors ça, c'est pour le jeune enfant, c'est à peu près le même tableau. Alors je vous projette juste ce qui nous concerne. Par exemple, ici, on va distinguer fer sérique bas, fer sérique haut. Alors, fer sérique bas, donc on demande une ferritine. Si la ferritine est basse, à ce moment-là, bon, soit que l'enfant n'a pas suffisamment de fer, régime alimentaire carencé, soit qu'il y a une malnutrition. Il faut penser aussi toujours à la maltraitance, le syndrome de Munchausen par procuration ou complément maltraitance, que les parents ne donnent pas suffisamment d'alimentation. Maladie cœliaque, je l'ai dit, Crohn, je l'ai dit, et puis après les hémorragies chroniques. Alors, le sujet âgé, ça, on passe de l'autre côté. Le sujet âgé, la première des choses, je passe cette diapo, hein, le réflexe c'est ça. L'anémie chez le sujet âgé ne va pas se présenter par une pâleur. Souvent, c'est une personne qui fait des chutes à répétition. Vous savez qu'en gériatrie, en médecine interne, nous, les symptômes sont totalement différents. Une pneumonie peut se manifester, pneumonie bactérienne, peut se manifester par une chute. Et on trouve la même chose, donc augmentation des chutes ici pour l'anémie. Bien sûr, on comprend que si la personne est anémique, qu'il est fatigué, il va chuter, etc. Asthénie, ça va de soi, altération des capacités fonctionnelles et cognitives. Donc on va retrouver exactement ce qu'on a trouvé chez l'enfant. Quelqu'un qui vous dit « j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à compter, etc. » La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il n'est pas anémique? On demande une NFS, et ce n'est pas le cas. Alors, NFS, mais attention, on peut avoir ce qu'on appelle des anémies alors que l'hémoglobine est normale. On va les voir rapidement. Donc ça, c'est classique, hein. Donc ce qu'il faut demander en fait ici, c'est carrément ferritinémie. Si la ferritinémie est basse, on va aller... Mais par contre, si le sujet âgé, ça c'est le protocole de la Société française de gastroentérologie, il faut aller jusqu'à la colonoscopie. C'est très important. Surtout quand on a fait un traitement substitutif, etc. Ça n'a pas marché. Donc là, il faut aller soit à l'œsogastro, etc. Donc on fait une fibroscopie haute, une fibroscopie basse. Et puis après, en fonction de ça, on va traiter ou ne pas traiter. Parfois, on complète par une rétrosigmoïdoscopie. Et puis, souvent, soit qu'on élimine le cancer, soit qu'on retient le cancer. Et à ce moment-là, c'est une autre affaire. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que parfois, donc vous voyez, donc là, on a le fer de réserve, alors le ferritine, fer de transport et le fer sanguin. Et là, par exemple, la ferritine, on peut avoir une anémie avec une ferritine qui est basse, mais en fait avec une hémoglobine qui est normale, 12, 13, donc qui est normale. Et ça, c'est un piège classique. Donc, si vous doutez, si vous suspectez une anémie, il faut plutôt demander une ferritinémie. Comme ça, vous ne passez pas à côté de ce qu'on appelle une anémie, une carence martiale sans anémie, parce que souvent, malheureusement, quand on ne pose pas le diagnostic, la carence martiale sans anémie va se transformer en anémie sans carence martiale. Le traitement. Le traitement, je crois que je vais passer rapidement, vous le connaissez très bien. Donc, les médicaments sont donnés soit par voie orale, et des médicaments qu'on utilise très bien au Maroc, donc le maltoffer, le tardiféran, etc. Le grand problème de ces traitements, c'est la tolérance. Souvent, les gens, ils vous disent, moi, je ne tolère pas, etc., j'ai des douleurs gastriques, j'ai le goût métallique, etc., etc. Le traitement par voie intraveineuse, il faut faire très attention. Il ne faut pas jouer à faire un traitement intraveineux, sauf en cas, dans des cas très particuliers. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a de l'intolérance, il y a même de risque de mortalité. Inefficacité ou intolérance de sel de fer administré péros, dans les Mickey en général, parce que
un Crohn ou surtout une RCH peut être aggravé par du fer oral, donc il faut éviter de la prescrire dans ce cas. Carence martiale réfractaire au traitement oral, dans les pertes digestives ou gynécologiques qui sont supérieures à la capacité d'un traitement par voie orale, dans l'insuffisance rénale. Donc, vous voyez, donc, les contre-indications, c'est l'hypersensibilité. Quand on a une anémie sans carence martiale confirmée, hein, quand on a une anémie hémolytique, il est interdit d'injecter du fer. Les situations de surcharge martiale, car par exemple l'hémochromatose, l'hémostésirose, voilà, et les troubles d'utilisation du fer, thalassémie, anémie induite par le porphyrie, etc. Premier trimestre de grossesse aussi, il faut éviter. Alors, il faut faire très attention, interrogatoire, antécédent d'hypersensibilité, et quand vous voulez injecter, injectez le 1/4 ou le 1/2 d'ampoule. Vous surveillez le malade 15 minutes. S'il n'y a rien, vous injectez le reste. Et dans tous les cas, il faut le surveiller après l'administration du fer par intraveineuse, au moins pendant 30 minutes. La formule, vous la connaissez, je ne vais pas vous, etc. Alors maintenant, comment améliorer la tolérance du fer? Alors, il y a actuellement pas mal de laboratoires qui sont en train de travailler. On a même un médicament qui est commercialisé au Maroc. C'est ce qu'on appelle la micro-encapsulation liposomale. C'est un procédé qu'on connaissait très bien parce qu'on l'a déjà utilisé dans l'amphotéricine B, c'est un autre domaine, pour traiter par exemple les champignons. Et comme l'amphotéricine B était toxique, donc on l'a mis dans des lipides et en général ça a très bien marché parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Donc on utilise le même procédé, on utilise un liposome. Donc vous voyez, c'est une micro-encapsulation. Vous avez la molécule de fer qui est au milieu et on fait une double couche phospholipidique. Et en général, on améliore de façon extraordinaire la tolérance et même l'efficacité. Donc là, vous voyez, donc il y a une fusion du lipide avec cellule intestinale, enfin la muqueuse, et puis après l'entrée. Donc il y a ce qu'on appelle augmentation de la biodisponibilité, une absorption maximale, bon, et puis il y a une tolérance qui est extraordinaire. Et puis je termine par la ferritine, parce que là je crois qu'on doit quand même reprendre le basique, c'est important. La ferritine, c'est une molécule qui est très ancienne, découverte en 1937. Alors qu'est-ce que c'est la ferritine? La ferritine, ce n'est pas du fer, ce sont des protéines, vous voyez là ce qui est sous forme de chaîne, sont des protéines dans lesquelles on a une réserve de fer. Ils vont emprisonner à l'intérieur du fer, c'est ce qui est dans l'autre schéma. Donc c'est une forme en fait de réserve de fer. Donc c'est une fer, 24 sous-unités, divisées en H et L. Bon, H c'est pour le cœur et L pour l'hiver, pour le foie, mais ça peu importe. Et le taux sérique de cette ferritine est un reflet indirect du stock en fer. C'est pourquoi on l'utilise pour évaluer le stock. Voilà, c'est très important. Alors il y a deux ferritines, glycosylée et non glycosylée. Ça, il faut le retenir, mais juste parce que dans une maladie qu'on va voir juste après, il y a par exemple la maladie de style de l'adulte, on cherche la ferritine glycosylée. Alors cette ferritine, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut reporter une lepsidine. Donc vous voyez qu'il est sollicité par plusieurs choses, par l'inflammation, par l'infection, etc. On va passer. Alors, quand on doit doser la ferritine? Premièrement, pour prédire ou surveiller une carence en fer. Là, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Deuxièmement, pour surveiller la réponse et l'observance d'un traitement par du fer. Pour distinguer, et ça on l'a vu, entre une anémie inflammatoire et une anémie infectieuse, ou une anémie par carence martiale. Surveiller le tas de fer chez les insuffisants rénaux et les hémodialysés. Et évaluer les réponses à une déplétion en cas d'hyperferritinémie. Ça, c'est un peu particulier parce que c'est après des saignées, etc. On va revenir rapidement là-dessus. Donc, la ferritine, en fait, augmente avec l'âge. C'est-à-dire, chez le nouveau-né, on a entre 25 à 200, puis après moins de... Non, on a 260. Chez l'homme, enfin, augmente avec l'âge chez l'homme, hein, quand on est adulte. Donc là, je vous montre comment. Donc, après l'âge de 32 ans, donc il va augmenter. Chez la femme, donc on va arriver à plus de 30. Du coup, chez un adulte, on va se retrouver avec 12 à 300 nanogrammes par millilitre. Et chez la femme, entre 10 à 150. Alors,
La ferritine étant une protéine qu'on peut doser dans le sang, on peut avoir soit une augmentation, soit une diminution. La diminution, c'est le déficit en fer, on l'a discuté, en long et en large. L'hémodialyse, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est de la spécialité. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire quand on trouve une ferritine élevée? Tout à l'heure, on a discuté la ferritine basse. La ferritine élevée, on demande 3 choses. Premièrement, le fer sérique. Deuxièmement, la capacité totale de fixation du fer par la transférine. Et on calcule le coefficient de saturation de la transférine. Et à partir de là, on va raisonner. Soit qu'on a une coefficient de la saturation qui est supérieure à 45, soit qu'il est inférieur à 45. S'il est supérieur à 45, 3 diagnostics doivent être évoqués d'emblée. Hémochromatose génétique 1, hépatite aiguë et chronique et maladie alcoolique du foie. Soit qu'on a une capacité de la transférine, coefficient de la capacité de transférine qui est inférieur à 45%, c'est l'hyperferritinémie métabolique, et on en a beaucoup au Maroc, on ne l'explore pas, vous allez voir. Et puis le syndrome inflammatoire. Le reste, on va le voir rapidement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à faire dans le bilan initial? Oui, en plus de fer et de la coefficient de la saturation, si vous voulez demander un bilan minimal, demandez CRP, transaminase, CPK, gamma GT, VGM. Gamma GT, VGM vous permettra d'éliminer l'alcoolisme, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous dire que je bois, surtout plus les femmes que les hommes, mais ça c'est un détail. Deuxièmement, transaminase pour CPK, c'est pour l'acétolyse. Et puis bien sûr, la CRP, c'est pour l'inflammation. Ça vous permettra par la suite, vous allez voir, de suivre l'inflammation. Alors, si on veut regrouper tous ces éléments, comment on va faire? On va partir de la ferritine, il est augmenté. La saturation, transférine, c'est la transférine augmentée, voire s'il y a une cétolyse. S'il y a une cétolyse, c'est hépatite ou c'est musculaire. D'accord? Deuxièmement, vous avez augmentation de la ferritine, saturation aussi augmentée, mais il n'y a pas de cétolyse, transaminase normale. Hémochromatose. Si vous avez une augmentation de la ferritine avec augmentation de la diminution de la saturation, ou saturation qui est normale, à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe au niveau de la CRP. C'est la CRP augmentée, c'est inflammation. C'est la CRP qui est normale. À ce moment-là, vous évaluez le fer hépatique. En général, on fait une IRM pour évaluer le fer hépatique et en général, on arrive à diagnostiquer pas mal de choses, notamment la maladie de Gaucher, le dysmétabolisme, etc. Voilà, donc je vous laisse ces deux arbres décisionnels, la Société nationale française de gastroentérologie, hyperferritinémie, donc avec test génétique, etc., homozygote positive, négative, puis après on raisonne avec l'IRM, coefficient, le CIHV, c'est la quantité de fer qui existe dans le foie. Donc inférieur à 100, donc en général maladie hépatique, hématologique, soit qu'il est supérieur à 120, à ce moment-là, c'est carrément hémochromatose ou une maladie hématologique. Là, c'est le contraire. Alors, je vais peut-être détailler 2 points, et j'aurai terminé dans 10 minutes. L'hyperferritinémie et la stéatose métabolique. Vous savez qu'on a beaucoup de syndromes métaboliques au Maroc, entre les diabétiques, les personnes qui ont un gros ventre, les hommes, les femmes et tout, puis pour eux, c'est un signe de bonne santé, alors que c'est un signe de maladie qui est grave. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ces malades qui ont une stéatose hépatique? C'est que, premièrement, il y a une hyperferritinémie qui est inférieure à 1000. Il est associé à cette coefficient de saturation de la transférine qui est normale. Et souvent, la cause de cette hyperferritinémie, c'est l'inflammation, mais il y a aussi la cétolyse. Il y a l'hépatocédirose dysmétabolique, qui malheureusement favorise l'insulinorésistance et le diabète de type 2. En fait, la personne est piégée. Moi, je dis toujours, pour simplifier les choses, la personne va manger beaucoup de pain, elle va avoir une stéatose hépatique, et la stéatose hépatique peut se compliquer d'une stéatohépatite, et si elle n'est pas traitée, elle peut se compliquer carrément d'une cirrhose, voire de quelque chose de plus compliqué, ce qu'on est en train de voir maintenant. Quand on fait l'anapathe, il y a une surcharge en fer qui est mixte, et il ne faut pas faire juste les règles hygiéno-diététiques. Quand on a une stéatose hépatique avec hyperferritinémie, vous n'allez pas dire à la personne, mangez moins de pain, ne mangez pas le couscous, diminuez le sucre. Ça ne va pas marcher. Il faut faire, en général, des protocoles de réduction de charge en fer. Il y a des gens qui font des saignées et d'autres personnes qui procèdent autrement. Alors,
Maintenant, je vous laisse ça, mais je crois que vous le connaissez déjà. Le diagnostic du syndrome métabolique, donc le tour de taille. C'est très important de mesurer le tour de taille chaque fois que vous voyez quelqu'un avec un ventre qui dépasse un petit peu. L'hypertension artérielle, le triglycéride supérieur à 1,5, la glycémie supérieure à 1,10 ou le cholestérol HDL inférieur à 0,40. Si vous avez 3 critères de ces éléments, c'est un syndrome métabolique, donc il faut chercher, doser la ferritine pour savoir s'il n'est pas en train d'abîmer son foie. Alors, les autres étiologies, je passe rapidement. Donc, vous avez les cancers et les hémopathies, les alcoolismes, l'hyperthyroïdie, le diabète, la maladie de Gaucher, le syndrome d'activation macrophagique, la maladie de Steele, et puis le syndrome ferritine-cataracte. Bien sûr, ça, c'est sans surcharge en fer. Les surcharges, retenez essentiellement l'hémochromatose. Le reste, c'est très compliqué, donc mutation de la ferroportine, acéryloplasmine, etc. Ce serait intéressant de discuter rapidement, juste chaque 30 secondes par pathologie. Hémochromatose, donc, vous les connaissez. Donc, c'est quelqu'un qui a une asthénie, hépatopathie, mais surtout mélanodermie. Donc, la mélanodermie, il n'y a pas 40 000 diagnostics. Soit la personne est en train de faire une insuffisance surrénalienne, soit qu'elle est en train de faire une hémochromatose. Voilà. Hypogonadisme, diabète, c'est important. Le bilan, bon, ça c'est rapide. L'hémochromatose génétique de type 4, donc c'est mutation du gène de la ferroportine. Vous voyez à quoi ça sert, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la ferroportine, donc le gène McKinch, donc accumulation de ferritine dans le foie, et puis après hémochromatose. Asthénie importante et hémochromatose, vous voyez, 2500 microgrammes. Donc c'est impressionnant. Et voilà. Donc dans les maladies auto-immunes aussi, il faut penser, parce qu'il y a pas mal d'auto-immunes qui peuvent se manifester par une hyperferritinémie. Et je termine par le syndrome d'activation macrophagique. Certainement, vous le connaissez. Donc, des gens qui ont de la fièvre avec hépatosplénomégalie, adénopathie rage cutanée. Et souvent, on trouve anémie, thrombopénie, neutropénie, etc. avec une hypertriglycéridémie, augmentation des transaminases et de la ferritine. On a des critères, syndrome d'activation macrophagique. Vous voyez, donc les mêmes critères que je viens de citer. Et je termine par la maladie de Steele de l'adulte. Alors, la maladie de Steele de l'adulte, c'est quelque chose que... Je termine. C'est la dernière diapo. Non, ne vous inquiétez pas, je termine. Donc, la maladie de Steele de l'adulte, c'est quelque chose je crois, qui n'est pas très diagnostiqué. Ce sont les malades qui viennent vous consulter pour des fièvres. Et souvent, vous trouvez fièvre, arthralgie, etc. Mais surtout, posez la question, est-ce qu'ils ne font pas un érythème au moment de la fièvre qui disparaît juste après la fièvre? Ça, vous devez vous orienter vers la maladie de Steele de l'adulte. Si vous avez en plus des neutrophiles, plus de 80%, et une ferritine glyquée inférieure à 20%, en général, vous avez le diagnostic. Et c'est très important de traiter une maladie de Steele de l'adulte. Je vous remercie. Voilà, c'est rapide.